T'es prêt? Bon, ben on y va. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver après deux absences de conférences pour cause de grève. Donc je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter, au nom de la SAF, une bonne et heureuse année. Donc voilà, c'est fait. Bonne année à tous. Et alors, pour la première conférence qui a été annulée, je crois que c'est celle de décembre, j'ai pas réussi à prévenir tout le monde parce que je n'ai pas réussi à comprendre le mécanisme pour envoyer un mail à tout le monde. Donc, je m'en excuse, on avait fait mettre un mot sur la porte. Pour la deuxième conférence qui a été annulée à cause des grèves, là, j'ai compris le système et en principe, j'ai prévenu tout le monde. Tout le monde qui avait une adresse mail bien écrite. C'est pour ça que quand vous remplissez la fiche, il est important de bien écrire votre mail parce que vous voyez, dans un cas comme ça, on arrive à vous prévenir. Donc, ben voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, en introduction, je vous montre cette belle photo qui a exactement 30 ans. Et oui, voyageurs. Hein, ceux qui ont des cheveux blancs, là, il y en a qui ont des cheveux blancs. Ils se rappellent de la mission Voyageurs, hein? Qu'est-ce que c'était cette mission? C'était la mission Grand Tour, pour faire un grand tour des planètes géantes du système solaire. Et il se trouve qu'il y avait une configuration astronomique qui permettait, par des assistances gravitationnelles, de passer d'une planète à une autre. Et c'est Voyageurs. Alors Voyageurs, c'est une sonde avec la technologie des années 60-70. Hein. Eh bien, elle est toujours vivante. Incroyable. Et ça nous permet d'explorer le fin fond du système solaire. Et il se trouve qu'en février 1990, Carl Sagan avait réussi à persuader la NASA de faire se retourner la sonde Voyageur, donc se retourner vers le Soleil et vers toutes les planètes, puisqu'elle avait déjà passé Neptune, pour faire une photo d'abord de nous, c'est celle que vous voyez avec la flèche, le petit point blanc. Le petit point blanc, c'est nous, hein, photographié par... Alors bon, vous le voyez peut-être pas bien là-dessus, hein, mais ce petit point blanc, c'est nous. Et si Brahic était là, il aurait dit « Ah, c'est nous, et puis c'est vraiment nous, parce que moi j'ai calculé, à ce moment-là, c'était l'Europe qui regardait la sonde Voyageur. » Bon, ça c'est la philosophie Brahic, hein, on l'aimait pour ça. Et à cette occasion, l'IAU, l'Union astronomique internationale, dont on fête les 100 ans, a un projet pour fêter cette photo. Et donc, si vous avez des idées qui se rapportent à la protection de la Terre, eh bien, vous les envoyez. Alors, vous voyez, vous avez 2 adresses, là, vous pouvez les noter, vous les envoyez. Voilà. Et alors, moi, je vous montre comment on a fait cette photo. Vous voyez, la sonde Voyageur s'est retournée et a photographié toutes les planètes du système solaire. Alors bon, on voit peut-être pas très bien, mais vous voyez ici Neptune, hein, Uranus, c'est quoi, Saturne, etc., etc. On les a collés et vous voyez le montage qui a été fait à l'époque. C'est une belle photo. Alors, maintenant j'ai un petit exercice à vous demander. Vous prenez votre programme, vous prenez tous votre programme et un stylo, voilà, ou un crayon à papier, comme disait mon professeur à l'époque. Non seulement j'ai eu des problèmes des 2 premières conférences en décembre et janvier, mais la conférence suivante, notre ami Sean Raymond, qui est un gars très sympathique, qui est à Bordeaux, il a un problème familial, justement aux alentours du 11 mars, et il a essayé de vraiment voir s'il pouvait faire tout son possible pour venir à Paris rapidement et repartir à Bordeaux. Bon, ça collait pas, il y avait trop de stress. Je lui ai dit, la famille d'abord, tu oublies. Donc Sean va revenir en septembre ou octobre, lors de la nouvelle saison, mais à la place, vous voyez à la place qui va y avoir? Il va y avoir
Antonella Barucci, que vous connaissez peut-être, qui est astrophysicienne au LESIA, et qui va nous parler justement ce que je vous montrais tout à l'heure, des missions Hayabusa et Osiris-Rex vers des astéroïdes qui sont des minuscules crottes dans la ceinture d'astéroïdes. Et ça va être très intéressant. Et comme je me plaignais tout à l'heure, ces missions, personne n'en parle à la télé ou à peine dans les journaux. C'est un vrai scandale, alors que ce sont des missions merveilleuses. Donc si vous pouvez corriger votre programme, j'ai pas eu le temps de le faire imprimer, la prochaine fois vous aurez la version corrigée. Donc voilà, c'est fait, vous avez tous fait votre petit exercice. Donc vous voyez qu'après Antonella, on va avoir une table ronde sur Mars. Pourquoi? Parce que 2020, c'est l'année de la fenêtre martienne. Donc cette année, il va y avoir 3 ou 4 lancements vers Mars. Vous savez qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain, dire tiens, allez, je vais aller ce week-end vers Mars, sur Mars. Pas possible, hein, il y a des lois de la mécanique céleste. C'est en gros tous les 2 ans. Eh bien, c'est cette année. Donc il va y avoir plusieurs missions, une mission américaine, la célèbre mission de l'Agence spatiale européenne, hein, Mars, comment ça s'appelle 2020, Mars 2020, et les Japonais aussi, les Russes. Alors je ne sais pas si les Russes s'intéressent à Phobos. Alors je ne sais pas si c'est pour cette année ou dans 2 ans. Ils voudraient étudier Mars à partir d'un avant-poste sur Phobos, le satellite de Mars. Voilà. Donc, on va faire une table ronde sur les missions martiennes en cours. Ensuite, on va vous reparler de Mars avec Philippe Laudet du CNES. C'est lui qui a mis au point la sonde sismique qui est sur la sonde martienne InSight. Il va vous expliquer tout ça. Et on terminera la saison avec Thierry Lasserre, qui nous parlera des mystères des neutrinos, et il est responsable, un des responsables de la mission Catherine à Karlsruhe, justement sur la détermination des masses de neutrinos. Vous savez, le grand mystère des neutrinos, c'est que on sait que la masse est vraiment faible, mais on la connaît pas. Hein, au début, on a pensé qu'elle était nulle. Non, pas de chance, elle n'est pas nulle, mais elle est ultra faible. Et on cherche justement les bornes supérieures et les bornes inférieures, et on va voir notre ami Thierry qui va nous expliquer ça. Voilà. Alors, vous voyez ici la liste des autres conférences au mois de février et mars. Alors, j'ai marqué... Ah oui, il y en a une qui est intéressante, mais je crois que c'est complet déjà. C'est à l'IAP, il y a une conférence spéciale sur le télescope James Webb. Oui, il partira bien un de ces jours. Hein. Il a déjà été décalé 10 fois, mais on m'a dit qu'il partirait en 2021. D'accord, on verra. En tout cas, ce monsieur va nous parler justement de ce nouveau télescope. Voilà. Alors, notre dernière conférence SAF, avant les grèves, on avait reçu Hubert Reeves. Alors, il y avait beaucoup de monde. On est obligé de changer d'amphi. On a été un amphi au 3e sous-sol ici où il y avait 400 ou 500 places. Et on lui a remis en décembre le prix Jules Janssen de la SAF. Donc vous voyez, il y avait du monde. Standing ovation pour Hubert. Donc il y avait plein de monde. Il nous a profité pour nous raconter l'histoire de l'univers à moitié cosmologique, à moitié écologique. Vous savez que notre ami Hubert, il donne beaucoup dans l'écologie maintenant. Voilà, c'était intéressant. Et il y avait du monde. Hein. Voilà. Je vous rappelle, la SAF donne des cours d'astronomie pour ses membres. Vous avez la liste ici. Il y a aussi des cours de maths pour la cosmologie. Alors là, comme je le dis toujours, l'aspirine n'est pas fournie par la SAF. Hein. Ah donc, la prochaine fois, on reçoit donc Antonella Barucci du LESIA qui va nous parler de ces exceptionnelles missions Hayabusa numéro 2 et Osiris-Rex, qui sont toutes les deux dirigées vers des tout petits astéroïdes. D'ailleurs, on se demande, ils sont tellement petits, il n'y a pas de gravitation, il n'y a pas de gravité, comment on peut se mettre en orbite autour d'un objet qui n'a pas de gravité?
C'est intéressant, je pense qu'elle nous l'expliquera. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Alain Le Cavelier des Étangs, qui est astrophysicien à l'IAP et qui va nous parler des planètes extrasolaires. Et je vais lui laisser la parole et la place. Merci. Donc je me déplace un peu pour me mettre dans l'axe de la caméra, mais je suis désolé, j'ai l'habitude aussi de rester debout et de beaucoup bouger. Donc ça va être un travail terrible pour la caméra, j'espère qu'elle a un plan large. Alors tout d'abord, je tiens à remercier la SAF et M. Martin de m'avoir invité à présenter, à parler des exoplanètes. Si vous n'entendez pas, vous levez les bras, vous criez, hein, n'hésitez pas, c'est pas un problème. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Je suis très sensible à cette invitation. Il se trouve que j'ai un souvenir, je suis presque un peu ému de l'évoquer parce que j'ai un souvenir il y a, alors j'ai compté les années, je croyais que c'était 30 ans, en fait, plus exactement, plutôt 29 ans, d'être venu, j'étais étudiant, et d'être venu à une conférence de la SAF. Alors en discutant avec M. Martin, j'ai réalisé que j'ai cru qu'en entrant dans cet amphi, c'était le même. En fait, c'était à l'Institut d'océanographie, probablement. Et je me souviens, étant étudiant sur Paris, nouvellement sur Paris, j'ai dit « Ah, super, je vais pouvoir aller aux conférences de la SAF ». Et donc, c'est avec une certaine émotion que, 29 ans après, je suis de l'autre côté de l'estrade. Et le sujet que je vais évoquer ce soir, les planètes extrasolaires ou exoplanètes, les deux termes désignent la même chose, est un sujet qui n'existait pas il y a 29 ans ou si peu, que les choses ont énormément changé, que nous avons appris énormément de choses sur ces planètes extrasolaires que nous découvrons depuis 25 ans maintenant. Et je vais évoquer ce sujet avec vous ce soir. Juste une petite remarque sur le début de la présentation qui a été faite sur les actualités astronomiques. Tout au début, il était question de Blue Dot, le pâle Blue Dot qui apparaissait. Et on demandait de contacter Fabrice Mottez de l'IAU. Et je tiens à vous inviter à le contacter pour si vous avez des idées, parce que c'est quelqu'un qui a une énorme activité pour l'IAU, pour la vulgarisation. Et ça sera mes dernières diapositives. Je vais juste vous évoquer la question des noms des exoplanètes. Et comme vous le savez peut-être, Fabrice Mottez a dirigé le Name Exo Awards en France pour nommer une exoplanète il y a quelques mois de cela. Donc j'en profite pour saluer l'engagement de Fabrice Mottez pour la diffusion des connaissances et à plusieurs occasions. Donc je vais vous parler des planètes extrasolaires ou exoplanètes, ces planètes qui tournent autour des étoiles différentes du Soleil. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Qui est-ce qui n'a jamais entendu parler d'exoplanètes? Personne, donc c'est bon. Oui, vous en avez déjà tous entendu parler parce que je sais que ce thème revient très 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 souvent dans les médias. Voilà, alors j'ai pris quelques
publications récentes. J'aurais pu les prendre depuis 15 ans, hein. C'était les mêmes il y a 15 ans. La NASA a découvert 10 nouvelles planètes potentiellement habitables. Là, ça c'est un petit peu nouveau. Vous voyez, c'était en 2017. 2016, ça a découvert des 3 premières planètes TRAPPIST-1, donc TRAPPIST 1, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont l'objet d'énormément de recherches. Il y a des programmes qui sont en train d'être vraiment en train d'être dressés pour observer ce système avec le James Webb Space Telescope. Aujourd'hui même, il y a des gens qui travaillent pour savoir ce qu'ils vont faire avec le James Webb Space Telescope pour observer ce système-là. Il y a, vous en avez tous entendu parler, la planète Proxima b, vous voyez, donc Direct Matin en 2016. Alors, j'aime bien quand même ce petit dessin parce que même si c'est Direct Matin, quelle que soit l'opinion qu'on a sur ce journal, vous voyez que finalement il y avait quand même un dessin et qu'il y avait pas mal d'informations scientifiques autour de cela. Et je le mentionne parce que très souvent, c'est l'objet de beaucoup d'exagérations. Alors, je fais même un zoom, vous voyez, là, c'est l'information sur la planète qui tourne autour de Proxima Centauri b. Vous voyez, on connaît la distance, etc. Beaucoup de choses extrêmement intéressantes. C'est une planète qui fait 1,3 fois la masse de la Terre. Enfin, masse minimum, peut-être un peu plus, mais à peine un peu plus, entre 1 et 2 masses terrestres probablement, qui tourne en 11 jours autour de son étoile, Proxima b, qui est une étoile peu lumineuse, et donc elle a une bonne température. Je réévoquerai cette question tout à l'heure quand je parlerai de la zone habitable. Voilà, donc une bonne planète. Alors ça, c'est toutes les informations scientifiques concrètes qu'on peut donner sur cette planète. Et puis, quand il s'agit de faire des articles dans les journaux, on met des belles illustrations. Alors, si on est un peu prudent, on précise bien qu'il s'agit de vues d'artistes. Probablement, certaines personnes pensent qu'il s'agit de photographies qui ont été prises de cette planète. Mais je sais qu'à la SAF, personne n'est dupe. Mais malgré tout, quand même, je le précise. Et puis, je vais terminer cette revue de la vision très grand public des planètes extrasolaires, donc, que vous avez déjà eue. C'est aussi pour vous mettre en garde, enfin, mettre en garde, c'est peut-être le terme un peu exagéré, mais en tout cas, avoir un regard critique sur ce qui vous est présenté. Et je vous invite, à chaque fois qu'on parle des exoplanètes dans les médias, d'essayer de décrypter ce qui est réellement mesuré, réellement découvert. Et il y a des choses, on découvre vraiment énormément de choses, donc il y a réellement des choses qui sont découvertes. Après, la présentation qui en est faite par les équipes scientifiques auprès des journalistes, donc qui mettent un peu de contexte, exagèrent un petit peu parfois. Et puis après, il y a les journalistes qui prennent l'information qui est transmise par les scientifiques, qui font des communiqués de presse. Les communiqués de presse sont transmis par des agences de presse, et puis les agences de presse font des communiqués qui sont pris par les journalistes, etc. Et puis à la fin, vous avez des choses comme le 12 septembre 2019, vous voyez, il y a 5 mois, on est le 12 février, donc il y a exactement 5 mois. Voilà ce qui était, alors, France Inter. Alors, j'ai téléchargé la page, on peut la télécharger encore aujourd'hui. Alors, là, le titre est correct, hein, de la vapeur d'eau découverte autour d'une exoplanète. Et le thème qui est marqué, là, tel qu'il est marqué aujourd'hui, est correct. Effectivement, il y avait une détection de vapeur d'eau. Alors bon, que ça affole les astronomes, ça c'est peut-être pas tout à fait correct, mais c'est une façon de mettre l'accent. La vapeur d'eau était détectée en dehors de système à des années-lumière, correct. Mais ça, c'est le texte qui apparaît aujourd'hui. Alors je vais mettre le micro, vous allez voir le flash de 7h30, France Inter, quand même, pas France Inter, 7h30, le 12 septembre 2019. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une découverte qui affole les astronomes, des signes de vie détectés en dehors. Vous avez bien entendu? France Inter. Je refais. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une découverte qui affole les astronomes, des signes de vie détectés en dehors de notre système solaire à des années-lumière de la Terre. Voilà, donc voilà ce qu'a fait France Inter. Et vous voyez, donc probablement qu'ils ont eu quelques alertes et que vous voyez, la signe de vie est passé à de la vapeur d'eau sur la page web maintenant. Mais ce qui a été dit verbalement, c'est des signes de vie. Et bon, je connais un peu le chemin qui a mené à cette information. Tous les gens dans la chaîne de l'équipe scientifique
qui n'est pas blanche comme neige, jusqu'à le traitement journalistique, tout le monde a une part de responsabilité dans cette information qui est, vous l'avez bien compris, on n'a pas encore détecté la vie autour d'une exoplanète, mais c'est pour bientôt. Non, c'est vrai, hein, on va évoquer cette question pour... voilà. Alors, c'est pour bientôt, mais c'est une question qui est multimillénaire. Alors, on fait souvent appel à Épicure, qui donc disait, il y a plus de 2000 ans, il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. Donc, déjà, on imaginait que le monde, la Terre, notre monde n'était pas seul et qu'il existait d'autres mondes. Alors, bon, ça, c'est une vision relativement philosophique. Je ne sais pas exactement quelle était la vision astronomique de la chose. En tout cas, il y a 400 ans, Giordano Bruno, lui, a réellement énoncé la problématique qui nous concerne ce soir. Il y a donc d'innombrables, vous voyez, il ne dit pas infini, hein, donc d'innombrables, c'est un peu différent. Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres. Oui, donc là c'est infini, tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7 terres que nous voyons tourner, donc ça veut dire planètes hein, à l'époque, autour du soleil qui nous est proche. C'est une vision incroyablement moderne, et quand on lit cette phrase, on est même, on est troublé hein, par cette vision extrêmement moderne. Donc vous voyez, c'est une question qui a plus de 400 ans, Giordano Bruno posait les termes de l'existence de planètes qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil, et de planètes dans le sens des mondes semblables aux nôtres, la Terre. Cette question, donc elle se pose depuis peut-être 2000 ans, peut-être 400 ans, ça dépend du regard que l'on porte, mais depuis plusieurs siècles certainement. Et quand je venais aux conférences de la SAF il y a 30 ans, on ne connaissait que les 8 planètes du système solaire. À l'époque, on croyait qu'il y en avait 9, mais en fait, bon, on a réalisé depuis qu'il n'y en avait que 8. Vous voyez comme quoi les choses changent, oui, tout simplement. Donc on a eu 8 planètes du système solaire et toutes ces étoiles qui peuplent la Voie lactée et les autres galaxies semblables à la Voie lactée. Et la question restait posée. Et il a fallu des découvertes, et parmi ces découvertes, une découverte fondamentale qui a été faite par Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence en 1995. Je mets la photo du télescope de 193 de l'Observatoire de Haute-Provence. Donc, Michel Mayor et Didier Queloz sont des astronomes suisses qui observaient à l'Observatoire de Haute-Provence, donc en France, et qui ont fait des mesures de déplacement de vitesse radiale des étoiles pour détecter des objets. Et parmi ces objets qu'ils ont détectés, ils ont détecté des étoiles doubles, puis après des objets un peu moins massifs, et finalement, ils ont détecté la première planète extrasolaire détectée autour d'une étoile semblable au Soleil, 51 Peg B, et donc ça leur a donné le prix Nobel en 2019, il y a quelques mois pour cela, pour récompenser ces travaux qui étaient vraiment précurseurs des 25 années qui viennent de s'écouler depuis cette découverte et pour lesquelles nous avons fait énormément de progrès. Donc vous voyez, il y a 25 ans, 8 planètes, uniquement celles du système solaire. Aujourd'hui, beaucoup plus. Alors comment on les découvre? Je vais juste vous montrer 2 diapositives rapides parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu comment on découvrait ces exoplanètes, mais il est important quand même de le rappeler pour comprendre ce qu'on va faire, ce qu'on va mesurer. La première méthode qui est utilisée pour découvrir un très grand nombre de planètes, c'est ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales, une mesure du déplacement de l'étoile provoqué par le mouvement orbital de la planète autour de l'étoile. Vous voyez, donc, et c'est comme ça que Michel Mayor et Didier Queloz ont fait leur découverte de la planète 51 Peg B ou Dimidium, puisqu'elle porte un petit nom qui s'appelle Dimidium. Et l'idée est simple, en fait, quand j'ai dit la planète tourne autour de l'étoile, en réalité, ce n'est pas la planète qui tourne autour de l'étoile, c'est l'ensemble planète-étoile qui tourne autour de son centre de gravité. Ou dit autrement, la planète tourne autour de l'étoile, enfin, parce qu'elle est attirée par l'étoile, mais également l'étoile est attirée par la planète. Elle est plus massive, la force qui exerce l'un sur l'autre et l'autre sur l'un est la même. L'étoile est plus massive, donc elle bouge moins que la planète, mais elle bouge quand même.
Et ce mouvement, donc on ne détecte pas, on voit directement la planète, on détecte le mouvement de l'étoile par l'effet Doppler qui fait déplacer les raies spectrales de l'étoile. Et en détectant ça, on détecte la planète, la présence de la planète, et on fait deux mesures immédiates, qui est la période orbitale. Donc on sait combien de temps la planète met à tourner autour de son étoile. Pour 51 PeC-B, c'était 4,2 jours. Et on connaît la masse de l'étoile, parce qu'on connaît assez bien les masses des étoiles. On déduit donc la distance qui sépare la planète de son étoile. Et dans le cas de cette méthode de détection, puisqu'il s'agit du mouvement de l'étoile provoqué par la gravitation de la planète, on mesure la masse de la planète. Il y a une autre méthode qui est utilisée pour un très très grand nombre de découvertes, qui est la méthode des transits. Cette fois-ci, on mesure la brillance de l'étoile, et si la planète passe devant l'étoile, comme c'est montré sur ce petit film, l'étoile devient un peu moins brillante pendant quelques heures, et donc on peut déterminer la présence de cette planète. À nouveau, on détecte la planète, on détecte la période, parce que le mouvement est périodique, donc la baisse de luminosité de l'étoile est périodique, on détermine la période, on en déduit la distance qui sépare la planète de son étoile, et là, cette fois-ci, on n'a pas la mesure de la masse, parce que ce n'est pas l'action, mais on mesure la taille de l'ombre, en fait, la profondeur, ce qu'on appelle la profondeur de transit, de combien la lumière a baissé pendant le passage de la planète, et donc on détermine la taille de la planète. Alors, il y a quelques autres méthodes, comme les lentilles gravitationnelles, qui ont donné quelques dizaines de détections. Quelques images, je vais les montrer tout à l'heure, mais l'essentiel des détections sont des détections avec la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pour mettre ce chiffre, j'ai été obligé de consulter le compteur à la date d'aujourd'hui, parce que ce compteur change si souvent que si je monte ces diapositives à beaucoup de conférences, à chaque fois je change, et là j'étais à 3000, il y a quelques mois j'ai fait une conférence, j'étais à 3000 et quelque chose. Vous voyez, donc on a passé la barre des 4000, 4180 exoplanètes connues aujourd'hui, plus de 3000 systèmes exoplanétaires. Alors c'est pas le même nombre, parce que on détecte des systèmes multiplanétaires, des étoiles autour desquelles tournent plusieurs planètes, donc on connaît plus de planètes que d'étoiles qui ont une planète. Vous voyez, on connaît aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, 680 systèmes multiplanétaires. Ceux pour lesquels on ne connaît qu'une planète, ça ne veut pas dire que la planète est seule, ça veut dire qu'il y a au moins une planète, peut-être d'autres, moins massives, plus petites, plus difficiles à détecter, mais au moins il y en a une. Donc aujourd'hui, on est à plus de 4000 exoplanètes. Vous voyez, c'est quel pas colossal fait en 25 ans. 8 planètes, on passe à plus de 4000, c'est véritablement une révolution. Et je compare assez souvent cette révolution à celle qui avait eu lieu au début du XXe siècle en physique, avec la découverte de l'infiniment petit, la mécanique quantique et tout. Je crois vraiment que là, pour le domaine de l'astrophysique, on a une véritable révolution avec découverte de plein de nouveaux mondes et plein de choses à explorer, de nouvelles planètes à explorer. On va le voir au cours de cette soirée. Ces systèmes planétaires sont extrêmement divers, et donc ces 4000 autres mondes, ces mondes pas innombrables, là, enfin, ils sont plus nombreux que ça, mais ces 4000 mondes sont probablement tous différents les uns des autres. Pour comprendre en quoi c'est vraiment très différent, c'est intéressant de revenir au système solaire. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander les noms des planètes. Quand je monte ces diapositives en classe de CM2, je leur fais donc donner la liste des planètes, ils sont très contents. Mais malgré tout, je vous fais regarder cette diapositive pour prendre en mesure les propriétés du système solaire qui nous intéressent ce soir. Quand j'étais en classe de 4e, pour une anecdote, quand j'étais en classe de 4e, je me souviens très bien que notre professeur de physique nous avait fait un tableau avec la liste des planètes, il y avait Pluton, et on mettait la masse, le rayon, la distance au Soleil,
la période orbitale, etc. Et donc j'avais un énorme tableau sur un grand cahier de double page. Et comme j'étais déjà féru d'astronomie, j'avais appris tous ces nombres par cœur. Et depuis, j'ai compris que c'était complètement idiot, que ça ne servait à rien. Et donc, si vous me demandez la période orbitale de l'Uranus, je l'ai oublié, je ne sais pas. Mais par contre, il y a quelque chose que je sais quand je regarde ces nombres, ou cette image-là, c'est qu'on peut tirer des enseignements fondamentaux sur la structure. En fait, ce qui est important, ce n'est pas le détail de est-ce que c'est 86 ou 82 ans, mais c'est de comprendre la structure et ça se voit sur cette diapositive où on a représenté les tailles relatives des planètes. Et on voit que Mercure, Mars, Vénus et la Terre sont des planètes donc rocheuses, telluriques, solides. La plus grosse de ces planètes, c'est la Terre. Enfin, la plus massive, exactement. C'est la Terre. Et il y a les planètes géantes, Saturne et Jupiter. Jupiter, 318 fois la masse de la Terre. Saturne, une centaine de fois la masse de la Terre. Et parmi les planètes géantes, il y a un peu plus petites, qu'on appelle aussi les géantes de glace, parce qu'elles sont riches en volatiles, en eau, Uranus et Neptune. Et ces deux plus petites planètes géantes font 14 et 17 fois la masse de la Terre. Et je vous dis ça, c'est pour que vous réalisiez qu'il y a un gouffre entre les planètes telluriques solides. La plus grosse fait une fois la masse de la Terre, c'est la Terre, et les planètes géantes, essentiellement gazeuses, les plus petites de ces géantes font 14 et 17 fois la masse de la Terre. Donc il y a véritablement un gouffre, il y a une dichotomie entre ces deux familles de planètes, et vous le saviez tous, mais vraiment je veux que vous le réalisiez parce que, ça va être important pour maintenant regarder ces systèmes exoplanétaires, pour les regarder avec un œil nouveau. Alors, je ne vais pas toutes vous les présenter, je n'ai pas le temps, parce qu'on m'a dit que j'avais à peu près 1 heure, et il me faudrait, pour présenter 4000 planètes, il me faudrait un peu plus d'1 heure, et en plus je ne les connais pas toutes. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est un diagramme très classique que l'on montre dans ce genre de circonstances, c'est de représenter un point par planète dans un diagramme. Alors, il y a plusieurs diagrammes possibles, mais le plus classique, c'est de représenter la distance à l'étoile. Vous voyez, donc en échelle logarithmique, ça veut dire qu'ici, on est à 1/100 de la distance Terre-Soleil en unité astronomique, 1/10 ici. Là, c'est la... Oups, pardon, excusez-moi, je fasse attention. Et là, la Terre, 10 fois la distance Terre-Soleil, vous voyez, Jupiter, c'est 5 fois la distance Terre-Soleil, Neptune, etc. Et puis, l'axe des Y, on représente la masse des planètes. Vous voyez, la Terre est ici, donc c'est, comme on l'a dit, un 318e de fois la masse de Jupiter. Le 1, c'est la masse de Jupiter, ici. Et voilà les planètes du système solaire, la Terre, Uranus, Neptune. Et puis, chaque point ici représente une exoplanète. Et on peut, rien qu'avec ce diagramme, faire des familles. Par exemple, ici, on a les planètes qui sont à plus d'une unité astronomique, avec une masse entre 1/10 et 10 fois la masse de Jupiter. Donc, c'est les Jupiters, en quelque sorte. Planètes géantes gazeuses, similaires à Jupiter. Une nouvelle famille qui n'a pas du tout d'exemple dans le système solaire, ce qu'on appelle les Jupiters chauds. Donc, les planètes qui ont une masse d'environ 1 fois la masse de Jupiter, enfin, planètes géantes, mais qui sont beaucoup plus proches de leur étoile. Vous voyez, moins d'1/10 d'une unité astronomique, moins d'1/10 de la distance Terre-Soleil, et donc ce qu'on appelle les Jupiters chauds, pour dire que ce sont des planètes massives et proches de leur étoile. Il y a une famille de planètes aussi, vous voyez, de masse intermédiaire, tièdes, dans une distance entre 1/10 et une unité astronomique. Il y a ce qu'on appelle les super-terres, plutôt chaudes parce qu'elles sont relativement proches. Ce sont ces planètes qui font souvent l'objet de beaucoup d'annonces, parce que là, on commence à toucher les planètes de la taille de la Terre, et on veut trouver une planète jumelle de la Terre. Donc, c'est souvent la découverte de planètes dans cette zone-là qui fait l'objet de beaucoup d'annonces. Et puis, il y a des endroits où il y a planètes, mais il y a aussi des endroits où il n'y a pas de planètes. Alors, dans cette zone-là, il n'y a pas de planètes, parce que ce sont des planètes qui sont de petite masse, dans cette zone en bas à droite. Ce sont des planètes de petite masse, loin de leur étoile. Difficile à détecter. Elles ne passent pas souvent devant leur étoile,
et puis leur effet, les petites masses, leur effet sur le mouvement de l'étoile ou leur effet sur la lumière de l'étoile qu'elle cache est très faible, donc difficile à détecter. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'on n'arrive pas à les détecter, ou c'est très dur. Par contre, ici, il n'y a pas de planète, et pourtant c'est facile à détecter, ou il y en a très peu. Eh bien, c'est ce qu'on a appelé le désert d'évaporation, et c'est un phénomène qu'on a découvert dans mon équipe à l'Institut d'astrophysique de Paris, l'évaporation des planètes géantes proches de masse intermédiaire entre les géantes et les planètes terrestres, qui sont trop proches de leur étoile, pas assez massifs pour retenir le gaz, trop proches pour que le gaz est chauffé et s'échappe de la planète. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, grosso modo, le panorama rapide des planètes extrasolaires que l'on détecte aujourd'hui. Alors, dans ces planètes, il y a surtout des objets qui sont très différents des planètes du système solaire. Alors, quelques exemples. Il y a tout d'abord une énorme question qui est difficile à aborder, qui est la nature des planètes. Alors, j'ai mis entre 2 et 10 masses terrestres, j'aurais pu mettre 3 et 12, enfin, qu'importe. Pour vous dire, la masse est intermédiaire entre celle de la Terre et celle d'Uranus-Neptune, qui n'ont pas donc d'équivalent dans le système solaire, et donc tout de suite, on ne peut pas apporter une réponse immédiate sur la nature. Si on découvre une planète qui fait la moitié de la masse de la Terre, on dit bon, probablement une planète rocheuse. Si on découvre une planète qui fait 5 fois la masse de Jupiter, on dit bon, c'est probablement une planète géante gazeuse. Reste à prouver, mais la compréhension de la formation des planètes nous permet d'envisager que c'est le cas le plus réaliste. Par contre, si vous avez une planète intermédiaire entre 2 et 10 fois la masse de la Terre, et on découvre aujourd'hui de nombreuses planètes de ce type. Par exemple, là, c'est une illustration vue d'artiste, hein, c'est pas une photographie de GJ 876d. Voilà, une planète. Ouais, la question se pose, quelle est la nature de cette planète? Eh bien, est-ce qu'il y a plusieurs possibilités? Je vais en lister ici 4, on peut peut-être en imaginer d'autres, mais il me semble qu'avec ces 4, déjà on passe en revue le panel des possibilités. La première possibilité qui vient à l'esprit, c'est d'imaginer que c'est une planète comme Uranus et Neptune, mais un peu moins massive, donc ce que j'ai appelé des mini-Neptunes, donc une petite Neptune. Il y a une autre possibilité, c'est d'imaginer que c'est pas une petite parmi les grosses, mais plutôt une grosse parmi les petites, donc ce qu'on a appelé les super-terres, de planètes rocheuses, plus grosses que la Terre. Et puis, on a imaginé des planètes qui n'avaient pas d'équivalent, donc qui ne sont pas des extrapolations du système solaire, qui n'ont pas d'équivalent dans le système solaire. Il y a 2 exemples. Par exemple, le premier exemple, c'est un type de planète qui a été imaginé par Alain Léger à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay, qui sont les planètes océans. Et donc là, c'est d'imaginer des planètes qui contiennent énormément de volatiles, de l'eau essentiellement, pour 50% de leur masse, et qui se sont approchés de leur étoile, comme les Jupiters chauds se sont approchés de leur étoile. Et ces glaces, qui étaient donc 50% de la masse de la planète, est chauffée, devenue liquide, et donc ça ferait une planète océan avec donc environ 50% de la masse en eau. D'ailleurs, si on dit 50%, c'est pas par hasard, hein, c'est parce que justement la formation dans les systèmes protoplanétaires nous permet d'imaginer qu'à peu près 50% de la masse se trouve en eau et 50% en matériaux moins volatiles, plus réfractaires, de petites roches. Et donc 50% d'eau, vous avez un océan de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur, en dessous de la glace, parce que l'eau à très très haute pression, ça forme de la glace. C'est pas de la glace comme on la connaît là, c'est une glace qui a une densité plus élevée que l'eau liquide, donc qui se trouve au fond, et donc on a imaginé qu'il pouvait exister des planètes océans. Il y a un autre type de planète dont on a imaginé l'existence, suite à nos travaux sur l'évaporation des Jupiters chauds, c'est ce que j'ai appelé les planètes octoniennes, ou les planètes résidus d'évaporation, qui sont donc le résidu d'un reste d'une planète géante massive, comme Jupiter, qui a migré proche de son étoile. Elle s'est trop proche de son étoile, le gaz s'est échappé, mais on sait que à l'intérieur des planètes géantes comme Saturne ou Jupiter,
il y a un noyau plutôt de roche qui fait entre 10 et 12 fois, 10 et 15 fois la masse de la Terre. Et donc, on peut imaginer que c'est peut-être entre 5 et 15 fois la masse de la Terre. Et donc, ces planètes qui sont des planètes très proches de leur étoile, de masse une dizaine de fois la masse de la Terre, sont des restes de planètes géantes gazeuses qui se sont dont le gaz s'est évaporé, et ça serait donc des résidus de planètes. Voilà 4 types de planètes possibles. Alors, je disais que cette idée de planète résidu d'évaporation vient de la découverte de l'évaporation des planètes géantes massives. C'est un travail que nous avons fait avec mes collègues Alfred Vidal-Madjar, Roger Ferlet, que vous connaissez bien à la SAF, Guillaume Hébrard et d'autres à l'Institut d'Astrophysique Paris. Nous avons observé le passage de planètes devant leur étoile, et nous avons observé, nous les avons observés en ultraviolet dans la raie Lyman alpha de l'hydrogène pour observer l'hydrogène. Et ce que nous avons constaté pour un certain nombre de ces planètes, c'est que la baisse de luminosité liée au passage de la planète était beaucoup plus profond que celui provoqué par la planète et durait beaucoup plus longtemps. Et ça, on l'interprète par un énorme nuage de gaz d'hydrogène, beaucoup plus grand que la planète, et qui passe devant l'étoile, et qui est donc la signature, on mesure aussi la vitesse de ce gaz, et qui est donc la signature de perte par échappement de l'atmosphère de cette planète. Alors, on a fait cette mesure les premières fois, on l'a fait il y a une quinzaine d'années, on l'a fait pour une planète géante qui tourne en 3 jours et demi autour de son étoile, et puis depuis l'année dernière, on l'a fait pour une planète de masse à peu près de Neptune, et donc on a détecté ce phénomène pour toute une gamme de planètes proches de leur étoile, et donc on peut imaginer qu'il existe des planètes résidus d'évaporation très proches de leur étoile, composées essentiellement de roches, très chaudes évidemment parce qu'elles sont très proches de leur étoile, et voilà une vue d'artiste de ces mondes de lave, résidus d'évaporation, qu'il est possible d'imaginer. Alors, tout ça, donc, pour vous dire que quand on a une masse, uniquement la masse d'une planète, on n'a quasiment aucun élément pour savoir quelle est la nature de la planète, mais on a plusieurs idées de possibilités. Il y a quelques cas pour lesquels, quand même, on a un peu plus que la masse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on détecte la vitesse radiale, on mesure la masse, mais si on détecte le transit, le passage de la planète devant son étoile, on mesure sa taille. Vous avez la masse, vous avez le rayon, calcul de niveau collégien lycée, calculer la densité. Et donc on peut faire le calcul de la densité et comparer avec la densité qu'on attend pour une planète en fonction de sa nature. Et c'est ce qui est représenté ici dans ce diagramme. Vous voyez, donc on a représenté la masse de la planète en masse terrestre, entre 1 et 20 fois la masse, vous voyez, entre 1 et 10 fois la masse de la Terre. La gamme de planètes qui nous gamme de masse de planètes qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis ici, on a, alors c'est coupé, j'en suis désolé, c'est le rayon en rayon terrestre, 1, 1,5. Donc vous avez Vénus et la Terre ici, et puis toutes les autres planètes pour lesquelles il était possible de faire ces mesures avec les barres d'erreur. Et regardez, on a tracé les courbes de densité de planètes en fonction de leur composition. Une planète qui serait composée de 100% de fer serait sur cette courbe-là. Évidemment, toute petite par rapport à la masse, parce que c'est très très dense. Si vous avez 50% de fer sur le trait rouge, si vous avez une composition typique d'une planète terrestre, vous serez sur le trait bleu. Et si vous avez 100% d'eau ici, et puis des gammes intermédiaires. Et regardez, Kepler 78b, Kepler 10b, Kepler 36b, Corot 7b, découverte par le satellite franco-européen Corot, et mes collègues de l'observatoire de Meudon. Cette planète se trouve sur ce diagramme-là, donc il s'agit probablement de planètes telluriques. En revanche, au-delà de 5 masses terrestres, on trouve une diversité beaucoup plus grande et beaucoup de planètes beaucoup moins denses, et donc avec des densités qui correspondent plus à des planètes de type gazeuse.
ou tout du moins avec plus de volatiles. Donc, on a l'impression que aux alentours de 5 masses terrestres, c'est là que la transition se fait, même s'il y a encore des doutes, et il y a actuellement des détections possibles dans cette gamme-là de planètes telluriques un peu plus grosses. Alors, Kepler, le satellite américain, a découvert plus des 2000, des 4000 planètes que j'ai dénombrées tout à l'heure. Il y a quelques découvertes intéressantes qui montrent la diversité des planètes qui composent les planètes de la Voie lactée. Alors, je ne vais pas toutes les présenter, mais il y a 2 cas qui me semblent intéressants, parce qu'ils constituaient le premier constituait une surprise, le deuxième peut-être un peu moins surprenant, mais malgré tout pose beaucoup de questions sur les mécanismes de formation. Le premier cas, c'est le système de... Hop, attendez. On est censé voir un petit film. Donc, Kepler, un satellite américain NASA, pour découvrir des planètes par transit. Donc, on découvre des planètes quand elles passent devant leur étoile, on mesure la baisse de luminosité, on mesure la période des planètes qui passent devant l'étoile. Et là, on n'a pas détecté une planète qui passe devant l'étoile, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, on a détecté 6 planètes qui passent devant l'étoile. Et ces 6 planètes, donc, comme elles passent toutes, ça veut dire que le système, elles sont toutes dans le même plan, mais vraiment exactement bien plus alignées dans le même plan que dans le système solaire. Hein. Vraiment très 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 bien alignées. Elles passent tous devant l'étoile, et on peut représenter leur orbite, puisqu'on détermine la période, je vous ai dit, ça détermine la distance à l'étoile. On peut regarder sur ce schéma, alors c'est des ellipses, parce que c'est une vue de biais, hein, c'est bien, une vue de biais, et là, l'échelle du système solaire avec l'orbite de Mercure et l'orbite de Vénus. Et vous voyez que les 5... Oups, c'est sensible, hein, cette affaire. Les 5 premières planètes tiennent dans l'orbite de Mercure. Un système d'une compacte, extrêmement compacte, qui a vraiment énormément surpris. On ne pensait pas qu'on pouvait avoir des systèmes stables qui se forment surtout avec des planètes si proches les unes des autres, empilées les unes derrière les autres. Il y a une autre découverte qui a été annoncée assez rapidement par le satellite Kepler, qui est Kepler 16. Alors depuis, on en connaît plusieurs dizaines. Hein, ça, c'est la première, Kepler 16. C'est une planète autour d'un système binaire. Alors, on connaissait déjà des planètes qui tournent autour d'une des 2 étoiles d'un système binaire, parce que beaucoup des étoiles sont des étoiles qui sont dans les systèmes binaires. Mais là, ce qui a été découvert, c'est une planète qui tourne, non pas autour d'une des 2, mais qui tourne autour des 2. Voilà, et donc c'est ce petit point-là, blanc, là, vous voyez. Et c'est un système de 2 étoiles, dont une est une naine rouge, et l'autre est une naine jaune un peu moins massive que le Soleil, mais à peine. Et là, cette planète tourne autour des 2 systèmes. Et ça a été découvert par transit, donc on détecte le passage de la première étoile devant la deuxième, de la deuxième étoile devant la première, et la planète devant la deuxième étoile, et la planète devant la première étoile. C'est un système absolument magique, et qui fait beaucoup de calculs de mécanique céleste pour l'interaction entre ces planètes et ces 2 étoiles. Et puis, je ne peux pas vous parler d'exoplanètes ce soir sans vous évoquer la question de la zone habitable, parce que, comme je l'ai montré en évoquant les unes des journaux, c'est souvent un terme qui revient souvent. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, mais peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est quand même bien de le rappeler, de voir quel est le concept qui est derrière et quelles sont les limitations de ce concept aussi, parce que je crois que c'est extrêmement important ici à la Société astronomique de France de présenter, mais en allant un peu plus loin, de voir que c'est un concept qui aide, mais qui a des limites et qu'il ne faut pas lui faire dire plus de choses qu'il ne dit. Alors, la zone habitable, c'est la zone autour de l'étoile, où si la planète est à la bonne distance, ni trop près, ni trop loin, la température qui va régner sur cette planète est la bonne température pour qu'il puisse exister de l'eau liquide si il y a une planète solide, qu'il y a de l'eau, pour y avoir de l'eau liquide, il faut qu'il y ait de l'eau, et qu'il y ait une atmosphère
avec de la pression, parce que l'eau ne peut être liquide qu'à partir d'une certaine pression, donc il faut une planète, de plus préférence solide, de l'eau à la surface de cette planète, et une atmosphère pour faire la bonne pression et la bonne distance. Donc vous voyez, c'est pas suffisant d'être à la bonne distance, il y a aussi d'autres conditions, et souvent on sait qu'on est à la bonne distance, on ne sait rien d'autre. Et dans beaucoup de cas, on ne sait même pas s'il y a de l'eau, sauf dans le cas de K218b de France Inter du 12 septembre 2019, où là c'était la détection de l'eau, une planète dans la zone habitable, et on avait des planètes de petite masse, probablement telluriques, et c'était ça l'objet de l'annonce. Détection de l'eau, vraiment, et je vais vous montrer tout à l'heure comment on a détecté l'eau, détection de l'eau autour de cette planète, donc c'était intéressant, hein. Enfin, je ne dis pas que la découverte de la signature de l'eau dans K218b était inintéressante, mais c'est juste, je voulais mettre l'accent sur l'exagération de France Inter en particulier, et d'autres aussi. Donc c'est un concept intéressant, mais il ne faut pas lui faire dire plus que ce qu'il ne dit. Alors, donc voilà, alors ce concept aussi, ça c'était l'objet de ce petit film. Vous voyez, ça c'est la distance, zone rouge trop près, zone verte, on a choisi le vert, vous voyez, c'est évidemment la bonne distance, et zone bleue trop loin. Et là, c'est le système solaire qui est représenté, vous voyez, Mercure et Vénus trop près, Mars juste à la limite, presque la bonne distance, mais presque à la partie externe, et puis la Terre, comme vous le savez, à la bonne distance. Il paraît qu'il peut y avoir de l'eau liquide sur Terre. Pour ce soir, ça va encore, mais on a souvent la preuve. Mais cette distance dépend de la température, enfin la luminosité de l'étoile. Les étoiles bleues, plus massives, plus chaudes, plus lumineuses, donc émettent plus d'énergie, donc il faut être plus loin pour être dans la zone habitable. Et ce qui est intéressant souvent dans ces annonces de planètes dans la zone habitable, c'est que pour les étoiles plus petites, moins massives, plus rouges, moins lumineuses, la zone habitable est plus proche. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile de détecter une planète proche de son étoile qu'une planète loin de son étoile. D'abord, la période orbitale est plus grande, donc le phénomène est plus important. Et puis, l'action, quand c'est en vitesse radiale, l'action est plus importante. Donc, en fait, toutes les planètes dans la zone habitable dont vous entendez parler, c'est cette configuration-là. D'accord ? Donc, ce n'est pas des étoiles de type solaire. Ceci dit, c'est quand même très intéressant, et c'est tellement intéressant qu'il y a même, vous voyez, des gens qui font des pages web pour la Planetary Habitability Laboratory, qui est tenue par des gens de Arecibo, du radiotélescope d'Arecibo. Et vous voyez, vous pouvez consulter cette page, PHL, et vous voyez, ils font la liste des planètes triées par ordre de proximité avec la Terre. Alors là, la plus proche, c'est Proxima Centauri B. Il y a cette planète GJ 667cc qui a été découverte par mes collègues de Grenoble, comme Xavier Bonfils. Voilà, donc là, elles sont traitées par similarité avec la Terre. Donc bon, vous pouvez regarder cette page, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste pour vous indiquer qu'on traite des catalogues de planètes dans la zone habitable, mais à chaque fois, on n'a pas plus d'informations qu'elle est à la bonne distance, la plupart du temps. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien, mais est-ce qu'on a des images de ces planètes? Pas beaucoup, mais oui quand même. Alors la première image qui avait fait la une, c'est celle qui a été annoncée en 2004 par Gaël Chauvin de Grenoble, avec l'équipe d'Anne-Marie Lagrange à Grenoble. Et donc on a fait l'image d'un objet ici, qui est en rouge, qui tourne autour d'un autre objet ici en bleu, et qui a 55 unités astronomiques l'un de l'autre. Et la masse mesurée pour ces objets, c'est 25 masses de Jupiter pour l'objet ici, et 5 masses de Jupiter pour l'objet, le plus petit objet. Et donc, c'est un gamme de masses des planètes, 5 masses de Jupiter, mais c'est en orbite autour pas d'une étoile, d'une naine brune, d'environ 25 masses de Jupiter, et pour l'instant, c'est pas catalogué comme une exoplanète, parce qu'en réalité, c'est plus probablement un couple de naines brunes, plutôt qu'une planète qui tourne autour d'une étoile. Ah ouais, voilà donc les masses qui sont indiquées sur cette diapositive. Mais il y a deux autres
découverte où là, où on est vraiment sûr qu'il s'agit d'objets dans la gamme des masses des exoplanètes qui tournent autour d'étoiles qui brillent en consommant leur hydrogène dans leur cœur. Le premier système, les deux ont été annoncés en 2008, hein, c'est le système HR 8799. Vous voyez trois planètes, C, B et D, et on a fait tellement d'images qu'on peut les voir à différentes zones. Il y a même une planète E qui a été découverte l'année suivante. Et on a même, je ne résiste pas à vous montrer ce petit film où vous voyez donc les planètes qui tournent autour de leur étoile. C'est quand même magique, hein. Je sais pas moi. Vous avez appris à l'école que les planètes tournent, puis on fait des jolis dessins de cercles, etc. Ça, c'est pas un joli dessin, c'est vraiment des vraies images. C'est pas une vue d'artiste, hein. C'est des vraies images qui ont été obtenues. Je sais pas si, enfin, c'est bouleversifiant quand même, non? Je sais pas. Moi, oui. Hein, enfin, je peux pas rester indifférent de voir ces images. Et je ne résiste pas à avoir une belle projection sur cet écran. Voilà, c'est toujours un plaisir, je vais la regarder. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce cas-là et le suivant, Beta Pictoris B, dont je vais vous parler, en fait, c'est la lumière qu'on voit, c'est pas la lumière de l'étoile réfléchie, c'est de l'émission thermique d'un système planétaire jeune et la planète qui est encore chaude et qui émet en infrarouge. Donc en fait, c'est pas exactement la lumière réfléchie comme on l'imagine, comme on voit Jupiter dans le ciel, où on voit que la lumière réfléchie, la lumière du Soleil réfléchie par Jupiter. Donc il y a un autre cas. Alors là, si vous m'invitez un jour, je ferai une conférence complète sur Beta Pictoris parce que là, c'est toute une histoire. Ça mérite même plusieurs conférences. Mais vous pourriez inviter par exemple Anne-Marie Lagrange qui a fait cette image. Donc c'est un système planétaire jeune. Il y a un disque qui est vu exactement par la tranche. On détecte des exocomètes. Je ne traite pas là aujourd'hui de la question des exocomètes, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Et Anne-Marie Lagrange et son équipe à Grenoble a détecté un point lumineux, là, donc la planète Beta Pictoris B. Et regardez, là c'était en 2003, 2009 elle était là, et donc elle a dit « Ah, c'est quelque chose qui a bougé », et donc elle a annoncé ça elle a annoncé cet objet-là a été annoncé en 2008, puis en 2009 on a vu qu'il était là, elle a dit « Oh, c'est bon, ça tombe bien ». Alors, encore aujourd'hui, ce système est extrêmement suivi. Pour vous faire la petite histoire, avec Anne-Marie Lagrange, nous échangeons ces derniers jours sur l'orbite exacte de cette planète, parce que là, comme c'est pas un système vu dessus, mais vu de profil, vous voyez pas la planète qui tourne vue comme ça, mais vous voyez la planète qui oscille comme ça dans le plan du disque. Regardez, on voit sur cette image, enfin ce petit film, on voit le disque ici, et puis la planète est là, donc là, hop, elle s'approche, et en septembre 2017, elle est passée pas exactement devant, mais on sait en plus juste en dessous de l'étoile, en septembre 2017, et puis un an après, on l'a vu réapparaître, et aujourd'hui même, elle est encore suivie pour déterminer son orbite avec extrêmement de précision. Donc c'est une planète, on pourrait en parler pendant toute une soirée, extrêmement intéressante. Elle se trouve dans un système planétaire jeune avec des comètes, donc on peut faire des tas de calculs, l'interaction entre cette planète et les comètes que l'on détecte, etc. Enfin, je passe les détails, je n'ai malheureusement pas le temps d'aller plus loin ce soir. Alors, vous voyez, on détecte des planètes, on mesure la masse, on mesure les rayons, on voit la densité. Pour certaines, on a des images. Alors qu'on a des images, on peut faire pour Beta Pictoris B et pour les quelques planètes de HR 8799 des spectres. Donc on a des informations sur la composition de ces planètes. Mais on peut faire encore mieux, quelque chose de probablement assez peu connu parce que c'est un peu technique, mais qui me semble extrêmement intéressant. C'est qu'on peut aussi déterminer l'angle entre le plan de l'orbite de la planète et l'axe de rotation de l'étoile. Vous savez que dans le système solaire, le Soleil tourne sur lui-même, les étoiles tournent sur elles-mêmes, et dans le système solaire, les planètes, le plan des planètes est perpendiculaire à l'axe de rotation du Soleil, c'est-à-dire que le Soleil tourne sur lui-même avec le même axe que les planètes tournent autour du Soleil. Et c'est simplement lié au mécanisme de formation. Le Soleil s'est formé
en même temps que les planètes, par la condensation de la formation d'un nuage de gaz qui s'est contracté, etc. Et donc, tout ça s'est formé ensemble et on comprend très bien pourquoi tout est orienté, pourquoi les planètes sont dans le même plan, pourquoi cette étoile, le Soleil, tourne, on va dire, dans le même plan. Enfin, son axe est quasi parallèle à l'axe orbital des orbites des planètes. Donc, on peut faire cette mesure, et les premières mesures qui ont été faites montraient le même résultat. Jusqu'au jour où. Alors, comment on fait cette mesure? Alors, c'est un peu technique. Vous voyez, là, c'est un dessin. Donc, on représente, vous voyez, l'étoile. Ça, c'est l'orbite de la planète, donc le plan de l'orbite de la planète. Et l'étoile, qui a un axe de rotation, ici. Et vous voyez, regardez, sur cette image, on a représenté ce côté-là un peu plus en bleu et ce côté-là un peu plus en rouge. En fait, c'est parce que, comme l'étoile tourne sur elle-même, il y a un côté qui s'approche de vous et un côté qui s'éloigne de vous. Effet Doppler, la lumière paraît un peu plus bleue, un peu plus rouge. Voilà, donc cet effet Doppler est extrêmement important. Et il peut y avoir un angle qu'on a appelé lambda entre les deux. Et la question de savoir est-ce qu'ils sont alignés ou pas. Alors, comment on va déterminer l'angle? En fait, regardez ici, en fait, on a représenté la raie de l'étoile, c'est-à-dire la lumière de l'étoile, en fonction de la longueur d'onde. Donc, et on voit la raie d'absorption. Quand la planète passe devant l'étoile, elle cache différentes zones de l'étoile. Quand elle est ici, elle cache une zone vers le bleu, donc la partie bleue de l'aile du spectre de l'étoile. Quand elle est au centre, elle cache une petite zone qui est ici, qui est au centre de la raie, et quand elle cache la partie rouge, elle est un peu décalée comme ça dans la partie rouge de la raie de l'étoile. Et donc en faisant cette mesure, on peut voir en fonction du temps quelle partie de l'étoile est cachée par la planète. Et si je vous montre ça, c'est parce que j'ai une jolie image qui est là. C'est la même chose. Donc on a représenté ici, sur l'axe des X, la vitesse de l'étoile, donc avec la partie bleue et la partie rouge, parce qu'elle tourne sur elle-même. D'accord? Et sur l'axe des Y, le temps. Donc le temps va vers le haut, et ça, ce sont les données qui sont là. Et on a soustrait le spectre de l'étoile. Donc il ne reste plus que la trace dans le spectre, que la trace de la partie de la planète, la partie de l'étoile qui est cachée par la planète, qui apparaît comme un petit bump là, comme une petite trace lumineuse. Et regardez, en fonction du temps, donc là c'est le temps va vers le haut, au début la planète, avant il n'y avait pas de planète, tout était normal. Là ici, à ce moment-là, la planète arrive devant l'étoile, et elle cache une partie bleue, puisque la vitesse 0, là, quand elle est juste au centre, 0, elle apparaît ici, dans la partie bleue, elle se déplace devant l'étoile, elle passe au centre de l'étoile, et elle s'éloigne, et hop, elle disparaît dans la partie rouge. Donc ce que vous avez ici, c'est une image de la trace laissée par la planète devant l'étoile. On fait un modèle de ça, on soustrait, on voit que ça se passe bien, le modèle marche bien, et on est content, et on mesure l'angle. Alors dans ce cas-là, on avait mesuré un angle de 20 degrés entre l'axe de la planète, c'est pas énorme. Mais ceci dit, donc la plupart du temps, les angles sont petits, ça veut dire que l'axe de l'orbite est proche de l'axe de rotation de l'étoile, donc la planète tourne normalement comme dans le système solaire. Et ça, on a découvert pour beaucoup de planètes, jusqu'au jour où c'est mon collègue Guillaume Hébrard qui a fait la première découverte en 2008 d'un système qui était bancal. Et depuis, on a découvert quelques dizaines de systèmes qui sont complètement bancaux. Et vous voyez, ça c'est l'angle, donc en fonction de la distance à l'étoile, mais c'est pas important aussi. Vous voyez, regardez, donc beaucoup de planètes alignées avec des petits angles, et puis beaucoup aussi de planètes, vous voyez, et il y a même des systèmes où l'angle est proche de 180, ça veut dire, vous avez des systèmes à 90 degrés, et même des systèmes où la planète tourne dans l'autre sens.
Et là, c'est l'objet de beaucoup de recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces systèmes ne sont pas du tout ce que je s'attendait. Et entre autres, on pense qu'il y a des interactions avec des étoiles compagnons. Et il y a beaucoup de recherches menées sur l'origine de ces systèmes qui ne sont pas du tout alignés. Alors, dernier sujet que je veux évoquer avec vous, c'est un sujet sur lequel je travaille énormément, donc il me tient beaucoup à cœur, c'est la détection des atmosphères des exoplanètes. Parce qu'on ne se contente pas de mesurer la masse, on ne se contente pas de mesurer les rayons, voir la densité, de voir éventuellement les propriétés orbitales de l'orbite, on détecte aussi les atmosphères des exoplanètes. Alors comment on peut le faire? Il y a tout d'abord la première façon de le faire, c'est quand on détecte quand la planète passe derrière l'étoile, elle est cachée, et donc la luminosité du système étoile-planète va diminuer. Bon, là, ça c'est une vision, donc dans le visible, l'étoile émet très peu de lumière, la planète émet très peu de lumière, mais dans l'infrarouge, l'étoile est un peu moins brillante, et la planète est beaucoup plus brillante si elle est suffisamment proche, et qu'elle est chauffée par le rayonnement de l'étoile, et elle émet un rayonnement thermique dans l'infrarouge. Et voilà le principe. Donc là, c'est le système planétaire vu du dessus. On va l'incliner pour que la planète passe derrière l'étoile. Et on mesure la luminosité quand la planète va passer de l'étoile. Quand elle passe derrière, la planète disparaît. Toute la lumière envoyée par la planète disparaît. Donc la luminosité du couple dont on ne sépare pas, on voit juste un point brillant là dans le ciel, mais il est moins brillant pendant quelques heures. Et cette différence de luminosité, qui est représentée ici, c'est juste l'émission de la planète. Et on peut faire le spectre de cette émission et déterminer donc les signatures de l'atmosphère de la planète. Alors les premières détections qui sont représentées ici, elles étaient, vous voyez, c'est en 2005, donc il y a une quinzaine d'années. Vous voyez, les détections étaient vraiment très très bruitées, c'était pas facile, pourtant c'est des planètes géantes, mais avec Spitzer, ça c'était les premiers travaux, ça c'était en 2005, mais ça permet déjà de déterminer la température, parce qu'on a l'émission thermique, et puis là je vous présente sans doute une des plus belles détections, alors cette fois-ci c'est même pas d'une planète géante, c'est d'une planète rocheuse, 55 Cancri E, qui porte aussi le nom, qu'elle a un nom, Johnson, et voilà l'émission pendant toute une orbite. Vous voyez, là, de moins 1, ça c'est un tour complet. Donc, à 0, la planète est devant l'étoile. Devant, hein. Donc, elle cache la lumière de l'étoile, et donc, il y a une baisse de luminosité. Après, elle tourne, oups, décidément, c'est sensible. Ou j'ai trop gros doigts. Après, la planète, elle tourne, elle monte son côté jour, et donc la luminosité augmente. Et puis elle disparaît derrière l'étoile. Donc là, ça c'est la luminosité de la planète qui a disparu. Et puis elle retourne et elle fait un tour comme ça. Et donc si on regarde bien ce graphique, il est magique. J'en ai même fait un exercice pour étudiants de calcul, parce que c'est tellement magique que vraiment on peut faire plein de choses. Regardez, ici vous avez baisse de luminosité de la planète derrière l'étoile. Donc vous pouvez déterminer la température, c'est l'émission thermique. Donc vous avez la température du côté jour de la planète. Ici, vous regardez, là la planète, elle va passer devant l'étoile, elle monte son côté nuit, mais la luminosité est quand même un peu plus élevée que quand elle est cachée. Donc là, c'est la luminosité du côté nuit de la planète, qui est un peu plus faible, une température plus faible. Donc vous avez la température devant et derrière. Et puis, donc tout ça, c'est la luminosité. Et on peut voir que le point chaud, le point le plus lumineux, n'est pas au moment où elle va être occultée, c'est un peu avant. Ça veut dire que le point chaud, le point le plus lumineux d'infrarouge, n'est pas exactement vers l'étoile, il est un peu décalé, il a un angle d'environ une quarantaine de degrés. Donc là, ça pose plein de questions, est-ce qu'il y a une atmosphère, etc. Donc il y a plein de gens qui essayent de modéliser la structure de l'atmosphère d'une planète pour produire ce genre de signal. Et puis il y a une deuxième méthode que nous avons beaucoup utilisée à l'Institut d'astrophysique de Paris pour détecter les atmosphères de planètes, c'est le passage de la planète devant son étoile. C'est un petit film pour vous montrer le principe. Vous avez la planète, alors on la
on la voit pas, hein, mais quand elle passe devant l'étoile, elle cache la lumière de l'étoile devient un peu moins lumineuse, mais une partie, très faible partie, mais une partie quand même, de la lumière de l'étoile, quand la planète est devant, et passe à travers l'atmosphère de la planète. Je pensais que le film allait s'arrêter, voilà. Donc, vous avez une partie de la lumière de l'étoile qui passe dans les couches atmosphériques ici, et donc si on fait le spectre de l'étoile quand la planète est devant, on va voir la signature de l'absorption de l'atmosphère de la planète. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu une étoile à travers l'atmosphère d'une planète. Qui est-ce qui n'a jamais vu d'étoile à travers l'atmosphère d'une planète? Vous avez déjà tous vu ça? Oui. Oui, quand vous regardez un coucher de soleil, vous voyez que c'est rouge parce que vous voyez l'atmosphère de la Terre en regardant la lumière de son étoile, le soleil. Donc en fait, c'est une expérience que vous avez déjà faite. On fait exactement l'expérience du coucher de soleil pour les planètes extrasolaires. Alors le principe est le même. On observe la planète devant son étoile. La lumière bleue et rouge est arrêtée par la planète. La lumière bleue et rouge qui passe dessus et dessous passe, mais il y a une petite partie de la lumière qui traverse les couches atmosphériques. Le bleu est arrêté, le rouge passe, et donc on peut voir une signature de l'atmosphère de la planète. Et en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On mesure le rayon de la planète, le rayon apparent de la planète, en voyant quelle est la baisse de luminosité de l'étoile quand la planète passe devant. Si on le garde dans le rouge, ça fait un signal comme ça. Si on le garde dans le bleu, ça cache le bleu aussi. Donc la baisse de luminosité est plus importante, ou dit d'une autre façon, le rayon apparent de la planète est plus grand dans le bleu que dans le rouge, et donc vous avez une signature de l'atmosphère. Et c'est comme ça qu'on détecte de nombreuses espèces des atmosphères d'exoplanètes. Alors ce que vous avez là, c'est pas ma wishing list pour Noël, c'est ce qu'on a déjà fait. Vous voyez, depuis une quinzaine d'années, on fait cette détection, et ça c'est la liste de toutes les espèces qu'on a déjà détectées dans les atmosphères de planètes. Et vous voyez que dans l'ultraviolet, on détecte l'hydrogène, l'oxygène, ça c'est avec Alfred Vidal-Majar qu'on a fait ça à l'Institut d'astrophysique de Paris, du silicium, du magnésium aussi avec Alfred. On détecte la diffusion relais de la molécule, le H2. Dans le visible, on détecte des aérosols, du sodium, et dans l'infrarouge, les molécules, CH4, H2O. Alors à chaque fois qu'on détecte H2O, on entend plus parler que CH4, mais bon, on détecte aussi CH4, CO2, CO. Vous voyez, de nombreuses espèces qui sont détectées en observant le passage des planètes devant les étoiles. Et on ne se contente pas de détecter des espèces, on fait aussi des mesures physiques. Et là, je vais faire la liste des mesures, des propriétés physiques qui ont été faites avec ces spectres. Et par exemple, alors on détecte évidemment ce que je viens de montrer là, la présence ou l'absence d'éléments chimiques, mais on peut aussi mesurer la température, on peut mesurer la pression, un truc vertigineux. On peut mesurer des variations de température en fonction de l'altitude dans l'atmosphère. On sait qu'il fait, à certains endroits, on sait qu'il fait plus froid dans certains endroits, plus froid en altitude qu'en basse altitude, ou même l'inverse, ce qu'on appelle l'inversion de température. On voit des atmosphères qui chauffent à haute altitude. Et je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire là. Comment on mesure la pression? En fait, on mesure la quantité de gaz, et donc vous avez une information avec la gravité. Et en fait, c'est plus facile de mesurer la pression que... Enfin, c'est la pression partielle, en fait, ce qu'on mesure. Mais donc, ce que je vous dis, c'est la variation de température en fonction de l'altitude. Quelque chose d'assez vertigineux, si on y réfléchit. C'est des variations de température sur des échelles de quelques centaines de kilomètres. Donc là, je suis en train de vous dire qu'une planète qu'on n'a même pas vue, on détecté indirectement, juste en voyant son ombre passer devant l'étoile, on est capable de détecter l'atmosphère, de mesurer la température et de voir qu'il fait plus chaud en haut qu'en bas d'une étoile qui est une planète, la taille de Jupiter, qui est à centaines d'années-lumière. D'accord? Enfin, je sais pas, si, sincèrement, je serais venu ici, il y a 25 ans, je vous ai dit, on va faire ça, tout le monde aurait rigolé dans sa moustache et vous auriez bien eu raison en pensant que j'étais fou.
Et ben non, on le fait. Enfin, moi, je trouve que c'est vertigineux. Alors, on mesure même des variations d'abondance en fonction de l'altitude. Donc, par exemple, le sodium, on voit qu'il condense à haute altitude. L'échappement, ça, c'est un sujet qu'on traite en long, en large, en travers à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il y a un cas, bon, il n'y a qu'un cas seulement, mais quand même un cas où on a mesuré la vitesse du vent sur le terminateur. Il y a un cas aussi pour Beta Pyrrhuctoris B, on a mesuré la rotation, la vitesse de rotation de la planète sur elle-même. Et puis, voilà tous les paramètres physiques. Alors, juste un exemple pour comment, parce que la question m'a posé comment on mesure. Alors, là, c'est pour la température. Regardez, ça, c'est un spectre, oui, qui date de 2008, donc un peu plus d'une dizaine d'années. Mais c'est exactement ça qu'on fait. Regardez, en fonction de la longueur d'onde, on mesure la taille, l'absorption apparente en fonction donc des couleurs ou de la longueur d'onde. Et on voit ici que, alors, ça c'est des traits, vous voyez, c'est pas très joli parce que le signal est très très difficile à détecter. Hein. Évidemment, on est en train de parler d'une planète qui est loin. Hein. Donc c'est juste la signature de l'atmosphère qu'on a là. Hein. Et donc on voit que dans le bleu, ça absorbe plus que dans le rouge. La taille apparente de la planète est plus grande. Et ça, c'est la diffusion Rayleigh, c'est ce que je viens de vous expliquer, le coucher de soleil. Eh bien, si on fait... Alors là, on a le sodium. Vous connaissez l'arrêt du sodium dans le jaune pour les lumières du sodium. Là, c'est des molécules de TiO, de VO. Et si la pente ici, alors on peut tracer des équations, et la pente ici est directement liée à la température. Parce qu'en fait, la température, ça vous dit, est-ce qu'il y a beaucoup d'atmosphère à haute altitude ou pas? Donc là, cette pente-là, on peut en déduire la température avec ces équations. Et alors ça, c'était une première détection, et depuis, avec mes collègues, entre autres David Singh à Johns Hopkins University, nous avons observé plus d'une dizaine d'exoplanètes avec le télescope Hubble, et voilà les spectres que nous avons obtenus. Regardez, on a des détections de sodium ici, ici. On a des détections de l'eau, regardez H2O. Ici, c'est à 1,4 micron. Hop, là c'est la signature de l'eau. Alors il y a des planètes, on détecte de l'eau. Des planètes, on n'en détecte pas. Des planètes, on détecte du sodium, vous voyez, avec un point très très haut là. Et là, ici un peu, mais là on n'en détecte pas. Vous voyez, enfin, il y a une énorme diversité des exoplanètes qui est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est finalement, juste avant de conclure, s'il y a peut-être un terme qu'il fallait retenir de ces quinzaine d'années à peu près que nous observons en détail ces exoplanètes, leurs atmosphères, s'il y a un mot qui pouvait résumer des centaines de publications sur ces planètes, c'est la diversité. C'est vraiment c'est étonnant parce que si on y réfléchit bien, il y a 25 ans, si on disait on va chercher des planètes extrasolaires, on pensait qu'on allait chercher des planètes qui ressemblent. Moi, j'ai assisté à des conférences où on parlait de détection future. En 1995, avant l'annonce de Michel Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de Provence, il y avait une conférence sur les exoplanètes. Et je peux vous assurer que tout le monde avait en tête le système solaire et comment faire pour trouver des planètes comme la Terre et des planètes comme Jupiter. Eh bien, ce qu'on a découvert, ce n'est pas des planètes comme la Terre ou des planètes comme Jupiter, c'est ce qu'on a découvert, c'est 4000 planètes, toutes différentes les unes des autres, et qui n'ont rien à voir avec les planètes du système solaire. Donc vraiment, la diversité, c'est le mot qui résume 25 ans de découverte. Alors ça, c'est le résumé de 25 ans de découverte. Maintenant, que va-t-on faire dans l'avenir? Va-t-on détecter des signatures de la vie, puisque on voudrait faire plaisir à nos amis de France Inter, pour qu'ils puissent l'annoncer? Eh bien, on a quelques idées. Hein. Regardez, hein, ça c'est le spectre de l'atmosphère de la Terre avec la signature de l'eau. Vous savez qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère de la Terre qui est responsable pour une très grande partie de l'effet de serre. Il y a de l'ozone, du dioxyde de carbone et de l'eau. Et cet ozone-là est un élément clé. Regardez les spectres, alors c'est beaucoup plus bruité, mais qu'importe, ce qui compte, c'est l'information qui est sur ces graphiques. Regardez les spectres de Vénus, CO2, spectres de Mars, CO2, et de la Terre, CO2. Donc il y a du CO2 partout. En revanche, sur la Terre, il y a quelque chose qu'il n'y a pas sur les autres. Alors il y a de l'eau, et surtout, il y a de l'ozone, molécule d'oxygène avec 3 atomes d'oxygène. Il y a aussi, en fait, cet ozone est produit par des réactions chimiques avec le dioxygène. Et donc il y a
des molécules d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre. Et s'il y a des molécules d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, c'est parce qu'il y a un processus complètement fou, extraordinaire, qui fait que l'atmosphère de la Terre n'est pas à l'équilibre chimique. L'équilibre chimique fait que le dioxygène oxyde tout ce qui lui passe sous la main, entre autres le fer, c'est pour ça que Mars est rouge. Donc, s'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'alimente en permanence, mais que l'atmosphère de la Terre hors équilibre chimique. Et ce processus qui met l'atmosphère de la Terre hors équilibre chimique, c'est un processus qui transforme l'énergie du Soleil dans ça s'appelle la synthèse chlorophyllienne, et en fait, c'est produit par la vie. Donc, si on est capable de détecter, c'est un exemple, mais un exemple dont je vous ai montré qu'on pouvait le faire, si on est capable de détecter que l'atmosphère d'une planète est hors équilibre chimique, on pourra dire qu'il y a un processus complexe. Alors, est-ce que c'est la vie ou pas? Là, évidemment, il y aura énormément de débats, mais quand même, ça sera extrêmement intéressant. Et donc, je voulais vous montrer que c'est quelque chose de faisable avec les télescopes du futur. Et on l'a démontré avec mon collègue Alfred Vidal-Madjar. On a observé une éclipse de lune. Donc, une éclipse de lune, vous voyez, la lumière du Soleil, la Terre cache la Lune, mais une partie de la lumière du Soleil passe à travers l'atmosphère de la Terre. Et donc, quand on observe la lumière de la Lune, d'accord, c'est terminé. Donc, on voit la signature de l'atmosphère de la Terre, et regardez, on a détecté, avec le spectrographe qui a remplacé celui qui a permis la détection de 51 PeC-B, avec le spectrographe SOFIE, on a détecté la signature de l'ozone dans la lumière visible. Donc, je vous indique qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, vous saviez peut-être, mais on est capable de le montrer. Donc, on a des idées sur comment le faire, et on a des idées sur les instruments qui permettront de le faire. Par exemple, le James Webb Space Telescope, qui sera lancé en 2021, si tout va bien, mais je suis optimiste. Voilà, on a même une date, vous voyez, qui est marquée sur cette diapositive, du 30 mars 2021. Bon, ça sera peut-être pas le 30 mars, mais ça sera le 31. Et puis, les télescopes européens, c'est un exemple, hein, mais l'Extreme Large Telescope, 39 mètres de diamètre, vraiment, ça va permettre de faire énormément d'observations. Et rêvons, et la NASA a publié pour rêver des vues, fait déjà des affiches pour l'agence de voyage qui vous permettra d'aller là-bas. Et voilà, donc Trappist 1, voilà, donc on vous vendra des billets bientôt et je vous vendrai tout à l'heure des billets pour aller sur Trappist 1 quand on sera capable d'y aller. Alors, un dernier sujet que je vais évoquer là, c'est, juste en conclusion, c'est la question des noms des exoplanètes. Donc, jusqu'à 2015, on n'avait pas donné de nom aux exoplanètes. Il y a une partie de la communauté qui était pour, d'autres contre. Enfin, c'est un sujet qui a fait énormément débat au sein de la communauté. Mais en 2015, l'Union astronomique internationale avait déjà fait une opération où le public pouvait voter pour des noms, et 19 systèmes, 20, mais là, en fait, en pratique, c'était 19 qui ont été nommés. Donc voilà, il y a 19 systèmes exoplanétaires pour lesquels on a donné un nom aux étoiles qui n'avaient pas de nom. Certaines en avaient déjà, ceux qui n'en ont pas ont eu un nom, et les planètes ont eu des noms. Et par exemple, 51 PeC-B s'appelle Dimidium, et Helvétios pour l'étoile, 51 PeC. Et puis, à la fin de l'année dernière, il y a eu une opération avec l'UAI, organisée avec l'aide de Fabrice Mottès pour la France, où chaque pays s'est vu attribuer un système exoplanétaire, une planète, une étoile, à nommer. Et je peux vous assurer que c'était un énorme succès. On en a très peu entendu parler en France, malheureusement. Au fond, on en a assez peu entendu parler dans les pays occidentaux, mais je peux vous assurer que, pour avoir participé de très près à cette opération, que dans les pays d'Asie, les pays d'Afrique, ils ont énormément participé. Ça a été vraiment un succès de vulgarisation et de communication autour des sciences, et beaucoup de pays se sont réellement investis pour choisir des noms aux planètes qui leur avaient été attribuées. Il y a 112 pays différents qui ont participé. Donc vous pouvez voir sur la page de l'IAU. Voilà, donc ça c'était les 19 systèmes qui ont été nommés en 2015. Et là, en 2019, fin 2019, ça a été annoncé le 17 décembre 2019, voilà les positions dans la Voie lactée de ces
vous voyez, de ces étoiles qui ont été nommées avec leurs planètes, et pour la France. Donc la France s'est vue attribuer un planète. Et le nom qui a été proposé par quelqu'un, et puis il y a eu une opération de vote avec 3 000 ou 4 000 votes quand même pour nommer. C'est le nom Bélénos pour l'étoile qui l'a emporté et Béli-Sama pour la planète. Bien sûr, je vais m'arrêter. Je vais juste faire une petite page de pub avant de passer aux questions. En fait, c'est pas de publicité, donc vous pouvez aller aux toilettes. En fait, c'est comme ça qu'on fait quand on est devant la télé. C'est la publicité, on va aux toilettes. Alors, ceux qui ne veulent pas aller aux toilettes, juste deux publicités pour un livre. Alors, ce livre ne parle pas beaucoup d'exoplanètes, mais c'est un livre que j'ai publié avec Émilie Martin il y a une dizaine d'années, mais qui évoque toutes les questions simples. Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la Terre tourne, etc. Et qui peut faire l'objet, enfin, qui est intéressant, mais même pour les adolescents, hein. Peut-être pas les jeunes, mais les adolescents, avec des superbes dessins de Philippe Coudray, qui est l'auteur de L'ours Barnabé. Et plus récent, extrêmement récent, juste publié il y a 6 mois de cela, par mon collègue Fabien Kiefer, a publié un livre aux éditions de Buck sur les exoplanètes. C'est un superbe livre avec, enfin, je ne peux pas vous le montrer là, mais avec des illustrations couleurs qui vous permettra de savoir tout ce qu'il faut savoir sur les exoplanètes. Et voilà, donc publié aux éditions de Buck et écrit par Flavien Kiefer. Ouais. Et je vous ai promis que je vous vendais des tickets. Alors, je vais vous vendre des tickets. On va terminer, c'est vraiment la dernière diapo. Je vais vous montrer un film de qu'est-ce que vous verriez si vous alliez dans l'atmosphère d'une de ces planètes qu'on appelle aussi Osiris, HD 209 458b. Et c'est pas une vue d'artiste, c'est un véritable calcul de qu'est-ce qu'on verrait, les couleurs du ciel et les couleurs de l'étoile que l'on verrait si on allait là-bas avec nos yeux et qu'on regardait un coucher d'étoiles vu à travers l'atmosphère de cette planète HD 209 458b. Et donc je vais terminer en vous laissant admirer un coucher d'étoiles. Vous allez voir, on voit là, les couleurs sont très différentes de la Terre, et c'est un véritable calcul scientifique. C'est pas une vue d'artiste, ce sont les vraies couleurs telles qu'on les verrait, telles qu'on sait qu'on les verrait, parce qu'on a le spectre et on connaît les propriétés optiques de cette atmosphère. Voilà, donc je vous laisse admirer en silence un coucher d'étoiles. Et merci Alain. Je suppose que vous avez des questions. Alors, il manque une slide quand même. On n'a jamais vu un petit homme vert photographié par toutes ces sondes. Pas encore, mais bientôt. Pas encore. Les caméras sont pas assez précises. Non, mais bientôt. Il y a quand même des projets pour faire des sondes, entre autres le programme Breakthrough, pour lancer des petites caméras à un quart de la vitesse de la lumière pour atteindre Proxima Centauri B en 25 ans. Et ouais. Donc 25 ans pour aller là-bas, 4 ans pour envoyer le signal. Au bout de 30 ans, vous l'avez lancé, 30 ans après, vous avez des images. Bon, bah, donc, ça sera pour, c'est de votre vivant. Ça sera pour mon successeur. Une question ? Oui. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Parmi toutes ces exoplanètes que vous avez découvertes, pourquoi n'a-t-on jamais trouvé une jumelle de notre Terre ? Alors, on n'a pas découvert de jumelles. Moi, je dis souvent, on a découvert des cousines, donc des planètes qui ressemblent un peu à la Terre. Elles sont à peu près à la bonne distance, etc. Mais vraiment des jumelles dans le sens où la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la distance au Soleil, composée avec une atmosphère d'azote, etc. Ça, on n'a pas. En fait, en pratique, c'est pas qu'elles n'existent pas, c'est que c'est difficile à détecter. Les planètes comme la Terre sont pas très grosses, elles sont quand même à une unité astronomique de leur étoile,
et donc elles sont difficiles à détecter. Et même si aujourd'hui on a des planètes qui sont très proches en termes de propriétés physiques à la Terre, on n'a pas exactement l'équivalent, mais j'ai aucun doute qu'on va découvrir des choses qui ressembleront peu ou prou. Vous voyez, avec la diversité, on a donc 200 milliards de planètes dans la Voie lactée, il y en a forcément une qui ressemble suffisamment à la Terre pour qu'on puisse considérer que c'est quasi une sœur jumelle. Mais bon, il faut la trouver. Et au fond, j'ai presque envie de dire, prendre le contre-pied, est-ce que c'est ça qui est vraiment intéressant, de trouver une planète jumelle de la Terre? Est-ce que, finalement, ce qui est plus intéressant, est-ce que c'est de... Enfin, il y a deux voies. Trouver ce qui ressemble le plus à chez nous, ou l'autre voie que moi je trouve extrêmement riche, c'est d'explorer la diversité de ce qui ne ressemble pas à chez nous. Et au fond, ça fait écho à cette phrase d'Épicure, il y a un monde infini semblable au nôtre et un nombre infini de mondes différents. Donc c'est finalement les deux voies. Et même dans les gens qui font des recherches sur les exoplanètes, ces deux voies sont explorées. Il y a ceux qui cherchent à trouver quelque chose qui ressemble le plus proche à la planète Terre, parce qu'entre autres, il y a la question de la découverte de la vie. Donc évidemment, on se dit que un seul exemple qu'on connaît aujourd'hui d'une planète qui a la vie, c'est la Terre. Donc les propriétés physiques nous semblent favorables, donc c'est vraiment intéressant. Puis l'autre voie, c'est la voie de la diversité, peut-être moins attractive, etc., mais en termes conceptuels, elle me semble extrêmement intéressante aussi. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a un gap dans la détection des planètes et il y a peut-être un trou dans la détection de planètes, d'exoplanètes du genre de la Terre, de la masse de la Terre. C'est pas, il y a un trou, c'est que c'est difficile. Oui, je me rends compte que c'est difficile, mais on a fait des progrès quand même dans la détection. Oui, mais on devrait, statistiquement, on devrait quand même en trouver. Ouais, une planète à une unité astronomique de la taille de la Terre, qui tourne devant, pas une étoile, une naine rouge, mais qui tourne devant une étoile la taille du Soleil, aujourd'hui, c'est vraiment à la limite. Donc, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'elles sont difficiles à détecter. Est-ce que ça veut dire que notre système solaire est vraiment très atypique par rapport à tout ce qu'on a découvert, ou est-ce qu'on n'est pas capable encore de découvrir des systèmes solaires comme le nôtre? Ce qui est différent. En fait, cette question, elle se pose depuis 1995. La première planète, elle tourne en 4 jours, et donc on s'est dit, puis les premières qu'on découvrait étaient très massives, très proches de leur étoile, on s'est dit, il n'y a rien qui ressemble au système solaire. Et cette question venait sans cesse depuis 25 ans. Est-ce que le système solaire est typique ou pas? Est-ce que... Moi, au fond, je crois que... Alors, on n'a pas d'équivalent, mais on a des planètes qui ressemblent à Jupiter. Hein, donc ça, on sait faire, et on en trouve. Moi, je crois plutôt qu'il y a une sorte de continuum, et le système solaire est dans ce continuum. Donc, et il se trouve qu'il est au bord de ce qu'on est capable de détecter aujourd'hui. Mais quand on sera capable de détecter en grand nombre des planètes comme la Terre ou des planètes comme Jupiter, on en trouvera, mais on en trouvera aussi des très différentes. Et en fait, moi, j'imagine plutôt que le système solaire est un exemple parmi 200 milliards d'exemples possibles. Mais Jean-Pierre a raison, parce que finalement, les planètes qui sont les plus répandues, ce sont les super-Terres, et il n'y en a aucune dans le système solaire. Alors, dire que les planètes les plus répandues, c'est les super-Terres, c'est peut-être vrai, mais dans cette affirmation, il y a aussi un biais observationnel, c'est-à-dire que ces planètes, on peut les détecter parce qu'elles tournent autour d'étoiles peu massives, donc l'effet de la gravité est important sur l'étoile, parce que ça fait bouger l'étoile facilement. Elle est petite taille, les naines rouges, donc le transit a un effet plus important. Donc en fait, ces super-Terres que l'on détecte autour des étoiles peu massives, elles sont effectivement, à chaque fois qu'on est capable d'en détecter, on en détecte. Elles semblent très nombreuses. Plus nombreuses que les Jupiters. Oui. Enfin, c'est ce que montre le premier diagramme. Oui, sans doute, même si ce n'est pas absolument certain, sans doute, parce qu'il se trouve que ces planètes tournent plutôt autour d'étoiles peu massives. Les planètes comme Jupiter tournent probablement autour d'étoiles plus massives, c'est plus difficile à détecter, et il se trouve que dans la Voie lactée, il y a beaucoup plus d'étoiles peu massives que d'étoiles très massives. Donc si on fait les statistiques
des 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, probablement qu'il y a plus de systèmes super-Terre que de systèmes qui ressemblent au Soleil. Mais ça introduit le biais statistique des populations d'étoiles aussi. Si on en tient compte, effectivement, c'est probable. Même si ça reste encore à déterminer, je pense que vous avez raison. Les planètes les plus nombreuses, en termes nombreux, dans la Voie lactée, sont probablement des planètes super-Terre qui tournent autour d'étoiles peu massives qui sont très très nombreuses. Effectivement. Oui, je reviens sur votre diagramme, là où il y a l'ozone, la trace Oui. de l'ozone. Bon. Ceci est spécifique à la vie telle qu'on la considère sur Terre. Oui. Est-ce qu'il y a eu des spectres où vous voyez des raies qui sont passées de l'ozone, mais des raies bizarres qui pourraient dire qu'il y a d'autres éléments émis avec d'autres formes de vie? Oui, oui. Pour l'instant, sinon on en aurait beaucoup parlé. Non. Pour l'instant, tout ce qu'on détecte et qui est confirmé, parce qu'il y a toujours des détections marginales. Par exemple, il y a une détection de méthane qui avait été discutée pendant quelques années, mais qui n'était pas correcte. Tout ce qui est détecté et confirmé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, à chaque fois, ce sont des espèces dont la présence est complètement attendue dans un cadre d'équilibre chimique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'objet, on dit tiens, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Tout ce qui est détecté aujourd'hui est, moyennant des hypothèses raisonnables, compris. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui, vous pouvez faire passer le micro à un monsieur au milieu, là, un peu plus haut, s'il vous plaît. Merci. Je vous rappelle peut-être, avant que tout le monde s'en aille, donc la prochaine conférence, c'est le 11 mars. La réservation commence demain matin, 9h. Voilà, allez-y, monsieur. Oui, merci. Vous avez dénombré des exoplanètes. Il y a 4180 exoplanètes aujourd'hui détectées. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que chaque point d'observation est vraiment une planète et pas un ensemble de planètes qui tournent autour d'une étoile? Vu les deux méthodes que vous avez décrites de détection, peut-être vous mesurez, dans un certain pourcentage, des nuages ou l'ensemble des planètes d'une étoile. Alors, je ne suis pas absolument certain de comprendre la question. C'est est-ce que quand on a une détection, on est sûr qu'il ne s'agit que d'une planète, mais que ce n'est pas plusieurs planètes? Chaque observation est une planète et pas un nuage de planètes ou l'ensemble des planètes autour d'une étoile. Alors, à chaque fois qu'on a une détection par vitesse radiale ou par transit, c'est une détection unique. Parce que, par exemple, en transit, c'est assez évident. On voit juste un objet qui passe, ça dure quelques heures et l'étoile est moins brillante. Donc, on a un objet unique qui est détecté. Et on a une détection confirmée que quand on a plusieurs passages détectés et qu'on a des déterminations de la période. Et il se pose parfois aussi la question des systèmes d'étoiles binaires. Des fois, il y a des doutes. Est-ce qu'il s'agit d'une planète binaire, d'une étoile binaire ou d'une planète, etc. Donc il y a beaucoup de questions, mais probablement pour les transits, c'est assez facile de comprendre qu'il y a un objet unique, on l'identifie, on le voit passer plusieurs fois, on a la période, on connaît. Donc il est objet unique. Pour les vitesses radiales, c'est la même chose, même s'il est plus difficile de le comprendre, parce qu'on voit le mouvement, et on se dit, s'il y a plusieurs planètes, ça va faire un mouvement composite et on pourrait croire qu'il y a une planète alors qu'il y en a plusieurs. En pratique, on est capable de séparer, il y a des systèmes multiplanétaires, il y a même des systèmes, par exemple TRAPPIST 1, il y a 7 planètes qui ont été détectées. On est capable de déterminer parce que chaque planète a sa période, et donc dans le signal qu'on mesure, comme quand vous captez la radio, vous avez des périodes différentes, la fréquence de votre radio, exactement de la même façon. Dans le signal qu'on mesure, on est capable de séparer les différentes périodes des différentes planètes. Donc, quand on a un signal à une période donnée, il y a une seule planète, et quand il y a un signal à plusieurs périodes, on détecte plusieurs planètes. Donc, on peut vraiment séparer la présence de plusieurs planètes. Alors après, vous allez me dire, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas deux planètes pour la même période? Après, oui, ça peut exister, mais là, il y a des systèmes en résonance 1-1, et des gens à l'Observatoire de Paris qui ont étudié ces questions. Je crois qu'on peut assez rapidement
éjecter ce cas-là, même s'il y a des systèmes en résonance 1-1, donc plusieurs planètes avec la même période, pour que ça soit stable, il faut qu'il y ait un objet qui soit beaucoup plus massif que l'autre. Et donc, ça serait une planète avec plutôt des Troyens, comme on a des Troyens qui sont à la même période orbitale que Jupiter, par exemple. Bon, ben je crois qu'on va arrêter là. On remercie Alain Le Cavalier des Étangs. Et je vous donne rendez-vous donc au 11 mars et bon retour chez vous. Bonne soirée. Merci.